plus largement des intrants Ça n'a pas agricoles. d'accompagnement. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Terre en Fête, tout près d'Arras. On va étudier la question des interactions qu'il peut y avoir entre la Russie et notre agriculture, ou plus précisément les marchés céréaliers. Alors on le sait, les relations se tendent malheureusement de plus en plus entre notre pays et les Russes, et on va voir que sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'agriculture, ça peut avoir des conséquences. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Jandet. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Paul. Alors Antoine, je te connais bien, donc je vais te tutoyer. C'est vrai que tu es journaliste, tu connais bien et tu as fait différents articles sur Atlantico sur ces questions d'interaction de guerre hybride ou d'interaction sur les marchés. Alors la première question, on ne va pas parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des produits ukrainiens qui venaient interagir avec nos productions. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, avant de parler de la Russie, on est obligé de parler de l'Ukraine parce qu'en fait, je pense que dans l'inconscient agricole général, ce qui perturbe le plus éventuellement les marchés français, ce sont les importations venues d'Ukraine. Bon, alors les importations venues d'Ukraine, il y en a. Il y a eu effectivement une préférence au niveau des taxes qui a été lancée pour favoriser l'économie ukrainienne et lui permettre de tenir le coup par l'Europe. Derrière, il y a eu beaucoup d'importations. On a beaucoup parlé des volailles et des céréales. Ça a perturbé effectivement les marchés européens. Mais l'Europe n'est pas aussi... elle est plus flexible qu'on le pense, malgré ces trois pôles de décision entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Et donc, une clause de sauvegarde, il existe ce qu'on appelle une clause de sauvegarde, est activée. C'est en fait une révision du contrat, c'est-à-dire qu'on met des paliers, des plafonds aux importations européennes d'Ukraine, de façon à ce que favoriser tout de même l'Ukraine, avoir un marché avec les Ukrainiens, mais ne plus être, comment dirais-je, ne plus rien risquer au niveau du marché interne du fait de ces importations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même des droits privilégiés, donc qui privilégient les importations venant d'Ukraine, mais on a la capacité de caper, en fait, de mettre un maximum pour certains produits, mais pas pour tous. Oui, enfin pour la majorité des produits tout de même. Il y a des discussions qui sont renouvelées. Il y a évidemment des observations. Et petit à petit, en fait, tout cela est réaménagé, révisé. Ce qui fait que finalement, quand on a l'impression que les Ukrainiens détériorent notre marché agricole, ça a été vrai. Ça l'est moins et ça le sera encore moins à l'avenir, tout simplement parce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Alors, on parle du sucre, on parle du maïs. Pour les céréales, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il faut rediscuter avant de décider justement de mettre une sorte de filet de sécurité. Oui, il y a des discussions, mais elles sont régulières et ça se fait. Ça se fait. Et ça va être mis en place là au cours du mois de juin. Alors, si on regarde maintenant la Russie, en quoi la Russie perturbe nos marchés céréaliers? Alors, aujourd'hui, la Russie, nous avons toujours du commerce avec la Russie. Déjà, il faut le dire. Il y a eu plein de sanctions économiques de la part de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Ça ne concerne pas, jusqu'à présent, mais il y a une décision toute récente qui vient d'être prise qui change la donne. Ça ne concernait pas tout ce qui était denrées alimentaires. Et donc, on a du commerce avec la Russie, notamment on importe des céréales de Russie, toujours. Ce qui est tout de même paradoxal quand on sait que tout ce qui est produit économique russe, les bénéfices sont réinjectés dans l'effort de guerre. Donc ça veut dire que d'un côté, on aide les Ukrainiens pour tenir militairement contre la Russie, et de l'autre, par le commerce, on aide aussi la Russie. Alors les importations, c'est pas beaucoup, c'est quelques millions de tonnes? Voilà, c'est de l'ordre de 4,2 millions de tonnes, ce qui représente 1,4% de l'ensemble de la production européenne. Donc effectivement, c'est pas grand-chose. Seulement, ces importations, elles sont quand même à des niveaux de taxes favorables. Et
il n'existait pas jusqu'à présent de plafond, c'est-à-dire que ça peut augmenter. Ça a augmenté légèrement d'ailleurs hein, au fil des ans. Et en fait, il y a une crainte. Il y a une crainte pour l'avenir, il y a une crainte de guerre hybride, il y a une crainte que la Russie ne vienne perturber nos marchés en allant non plus sur 1,4% de notre production, mais en allant sur 10, 15, 20% en raison de stocks importants connus en Russie. Donc là aussi, l'Union européenne a des mécanismes. Il y a eu une réflexion et donc il y a une décision qui a été prise de surtaxer tout ce qui vient de Russie au niveau céréales, oléagineux et encore deux ou trois autres productions. Les plus importantes sont celles-ci. De façon à se prémunir un peu d'une accélération. Pour prévenir, d'une part, pour arrêter les 4,2 millions de tonnes qui arrivent aujourd'hui, et d'autre part, pour se prémunir d'un risque qui en est beaucoup plus. En fait, quelque part, c'est une décision qui a été prise un petit peu par solidarité avec l'Ukraine, mais surtout par crainte pour nous, Européens. On a vraiment une crainte de la guerre hybride avec la Russie dans son régime actuel. Et il y a un cas qui est un peu particulier, c'est les fameuses céréales en transit, c'est-à-dire qu'elles viendraient de Russie et passeraient par l'Europe ou par la France. Alors, les céréales en transit, c'est vraiment particulier. Ça existe aujourd'hui. Et ça va continuer. Donc la Russie pourra toujours exporter vers des pays tiers, Afrique ou autres, en passant par l'Europe. L'Union européenne n'a pas voulu actionner là-dessus. Ce qui pose des questions tout de même. Alors d'une part, l'Union européenne, il y a quand même une réflexion par rapport à ce fameux risque de guerre hybride, d'être inondé de céréales russes. Cette réflexion conduit à ce qu'il y ait des contrôles particuliers par rapport à ce transit, de façon à vérifier que les céréales qui passent par l'Europe ne s'y arrêtent pas et qu'il n'y ait pas une façon détournée en fait, d'inonder le marché européen. Donc les contrôles vont être particulièrement accrus à ce niveau-là. Et par ailleurs, il y a tout de même quelque chose qui est un petit peu étrange. Enfin, on sait que dans les céréales exportées par la Russie, il y a des céréales dérobées à l'Ukraine. Alors, moi j'ai appelé plusieurs organismes au niveau de la Commission européenne, au niveau du Conseil de l'Europe. Je n'ai pas pu obtenir de chiffres. Je ne sais pas s'ils n'en ont pas ou s'ils ne veulent pas en communiquer. Et en tout cas, ils n'agissent pas dessus. C'est quand même étonnant qu'on ne sache pas quelle est la quantité, le volume, le tonnage des céréales qui transitent. Ça me paraît aussi étonnant. Maintenant, en tout cas, il n'y a pas de communication dessus. Comme on est dans le cadre tout de même d'une guerre réelle par rapport à l'Ukraine et économique, en tout cas pour l'instant vis-à-vis de l'Europe, peut-être il y a un aspect secret, je ne sais pas. Et on pourrait se poser la question, pourquoi l'Europe a tardé avant de prendre ces mesures ? Alors, je pense que l'Europe a tardé tout simplement parce que si on avait voulu simplement venir en aide à l'Ukraine, ça pouvait être fait très vite. Mais c'est la crainte de la guerre hybride qui, en se disant « Ouh là là, mais dans le règlement actuel, si les Russes inondent notre marché, ils peuvent nous faire mal », cette crainte de la guerre hybride a vraiment boosté tous les pays. Vous savez que pour l'Europe, il faut vraiment l'unanimité de tous les pays. Et tous les pays ont peur d'une guerre hybride sur l'alimentation, ça c'est clair. D'accord. Alors, toute dernière question, quand on parle de guerre hybride, ça va bien au-delà des simples céréales, sur le plan agricole. Ça va bien au-delà des simples céréales. Ce qui existe ailleurs que dans l'agriculture, on sait par exemple que France Travail a communiqué sur des tentatives de hackers sur ces réseaux. Ça existe aussi en agriculture. Moi, j'ai connaissance d'une chambre d'agriculture qui a été hackée, dont les fichiers ont été hackés. Bon, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ça veut dire que ça l'a bloqué totalement dans son fonctionnement durant plusieurs semaines. Je ne sais pas exactement, pendant plusieurs semaines peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu un réel problème. Alors peut-être que c'était juste un coup d'essai,
mais ce genre de choses peut exister. Et on a parlé dans notre émission Power Boost, effectivement, des constructeurs de matériel de travail du sol qui ont été aussi bloqués, mais avec des chaînes de production qui sont arrêtées durant plusieurs semaines. Donc on voit que la menace est bien réelle. Antoine Jandé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et merci, et puis surtout, merci à vous. Plus largement des intrants Ça pas agricoles. de poignée. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La on le dit situation pas? de Pourquoi ça l'élection se du président La Macron est distribution assez agricole se prépare